et on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, lundi 18 janvier 2021. C'est vrai qu'on est en 2021. Je m'y suis toujours pas fait, mais ça va arriver. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Bon, déjà, on est lundi, donc il y a les sujets habituels du lundi, c'est-à-dire les prix des cartes graphiques, des processeurs, du stockage SSD et de la mémoire RAM DDR4. Voilà. Après, toujours classique, le top 10 des ventes Steam. Donc pas beaucoup de changements cette semaine. Et ensuite, moins classique, hein, parce qu'il faut un peu des trucs nouveaux. On aura une petite news plutôt sympa. Et ça, j'aimerais bien avoir votre avis aussi là-dessus. C'est sur le plan France très haut débit qui reçoit 570 millions d'euros pour continuer à fibrer l'ensemble du territoire français. Et aussi petite partie pour le réseau mobile, tout ça, tout ça. On va en parler. Ensuite, petite news sur Cyberpunk et encore et toujours des polémiques. Mais là ça fâche. Là ça fâche, va y avoir des retombées, c'est sûr. Euh, honnêtement, ils sont allés trop loin, je pense. Petite news plus légère sur le launcher Battle.net, donc la plateforme de Blizzard, qui a été mise à jour visuellement. Alors moi j'avoue que je l'utilise plus depuis assez longtemps et je trouve pas que ça soit une si grosse refonte graphique que ça, mais bon, j'utilisais il y a longtemps, donc voilà, hein, j'ai des souvenirs un peu flous aussi. Petite news compatibilité sur les cartes mères pour les processeurs AMD, on va revenir là-dessus aussi. Ça arrive doucement quand même. Une petite news de Thermaltake qui n'a pas eu assez du CES pour faire toutes ses annonces. Donc il continue même après le CES à annoncer des produits qui étaient prévus pour le CES. Un peu bizarre, mais ok, ils font comme ils veulent. Petite news, même grosse news sur le prix. Le prix de la 11e génération de processeurs Intel pour le bureau. Donc vraiment tous les prix de toute la gamme du i5 au i9. Je sais pas s'il y a les i3 par contre. Peut-être pas tout de suite les i3. Mais toutes les versions, on vous expliquera les gammes. On va vous expliquer les gammes de Intel. C'est assez simple en vrai. En vrai, c'est assez simple. Un point sur la 3060. Alors, bah oui, on va en parler. Elle a été annoncée un peu à la va-vite par Nvidia pendant sa conférence du CES. Un peu comme ça, un peu en side annonce quoi. Il y a du bon et du moins bon, on va voir. On n'a pas encore toutes les infos, mais ça va bientôt sortir, donc on devrait avoir très vite toutes les infos. Il y a des trucs intéressants, d'autres on sait pas. On va dire ça comme ça. Autre petite news Nvidia avec la GT 1010. Alors là, c'est pas de la carte graphique pour du gaming, soyons sérieux. Mais ça peut servir dans certaines conditions. C'est pour remplacer la 710, qui était à peu près la seule carte graphique en stock ces derniers temps. C'est clairement des trucs bureautiques et on va voir les limitations du produit. Mais c'est des trucs très accessibles hein, en termes de carte graphique. Donc ça peut servir. Et on finira avec de l'écran. Alors, on va commencer par un écran très... on va pas dire basique parce qu'il est pas tant que ça. Il fait 27 pouces. C'est du IAMA et il est en 1440p. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut lui donner. Et après, on finira avec du très haut de gamme. De l'écran Samsung qui doit coûter une blinde. Hein. Honnêtement, on n'a pas les prix, vaut mieux pas les avoir tout de suite. C'est des écrans qui ont été présentés durant le CES, donc Top Tech, qui se veut tout de même, j'allais dire grand public, peut-être pas grand public, mais public, déjà.
pas réservé aux professionnels, machin, quand même vendu pour des gens. Donc on verra ce qu'ils présentent là, et ça peut être intéressant, il faudra voir le placement en termes de prix, forcément. On sait, hein, et puis là c'est un grand écran, on n'est pas sur du 27 pouces, hein, on est sur du taille télé. Donc on peut avoir des télés très très chères, on sait, sur le très haut de gamme, on peut dépasser les 5000 €, voire plus après sur des modèles vraiment top de la tech ou de niche. On peut aller encore plus loin, parfois. On va commencer tout de suite avec les prix des composants informatiques. D'abord, les cartes graphiques, ça va aller très 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 vite. Il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas, à part quelques 3090 qui coûtaient seulement 2000 €. Mais sinon, c'est très compliqué. Je vois ponctuellement sur les réseaux sociaux apparaître des petits messages comme quoi il y a quelques cartes disponibles. Ça dure 3 minutes à chaque fois. Et c'est pas toujours les dernières générations d'ailleurs. J'ai vu il y a quelques temps des 5600, des cartes graphiques AMD 5600, un truc comme ça. Donc voilà, et ça a duré visiblement entre 3 et 5 minutes, le temps que les gens prennent conscience qu'il y avait du stock et qu'ils vident tout. Donc très petite quantité, et en vrai il n'y en a pas. Il n'y en a pas, faut vraiment être à l'affût si on veut en acheter. Pour l'instant c'est dur, on espère que ça va changer. Pour l'instant non. On continue, on se fait pas plus de mal que ça sur les cartes graphiques. Même si on passe au processeur, et là bah tout monte. En vrai, voilà, c'est des hausses plus ou moins importantes. On a parfois des hausses de seulement 3 €. Franchement, 3 € sur des processeurs qui valent 400 €, on s'en fiche. On a des hausses de 24 € qui sont là déjà plus significatives. Mais en gros, tout est à la hausse. Du i5 au i7, enfin au i9 en passant par le i7, et de la 9e et 10e génération chez Intel, il y a des hausses un peu partout. Et chez AMD c'est à peu près pareil en vrai. Donc en notant que chez AMD la disponibilité revient, notamment sur les dernières générations, mais à des prix assez exorbitants. Donc difficile de conseiller ces processeurs pour l'instant. Tant que les prix seront aussi élevés, ce sera pas intéressant. Donc pas top hein, les processeurs, si vous pouvez attendre un peu, peut-être pas le meilleur moment pour acheter. Il va y avoir les soldes. Attendez de voir s'il n'y a pas des offres pendant les soldes. Mais pour l'instant, c'est pas fou. On continue avec du stockage SSD, donc du stockage rapide. Et ici, par contre, c'est pas mal. On a quelques hausses sur deux modèles, un modèle très haut de gamme et un modèle très bas de gamme, bizarrement. Mais sinon, pas mal de baisse, plutôt une tendance à la baisse sur les SSD. Donc pourquoi pas acheter du SSD, ça a pas l'air d'être dans le rouge. Donc ça peut être le moment si vous avez besoin. Et encore une fois, attendez les soldes, il va sûrement y avoir des offres. Après, il faudra être au taquet, comme sur tout. Mais il y aura sûrement des offres. On finit sur les prix avec la RAM DDR4. Et là, comme le stockage, tendance à la baisse, une seule hausse sur un kit Corsair de 16 Go, mais plusieurs baisses sur à peu près toutes les gammes. Donc en vrai, pourquoi pas acheter de la RAM, c'est pareil, ça peut être le bon moment. On est sur plusieurs semaines de non-hausse, parfois de baisse, mais plutôt de non-hausse. Et là, petite tendance à la baisse, donc c'est ok. On continue avec le top 10 des ventes Steam de la semaine du 11 au 17 janvier, donc deuxième semaine de janvier. Je sais pas pourquoi je réfléchissais, de janvier. Donc les trois premières places, le podium reste le même. On reste avec Rust, Valve Index, VRKit et Cyberpunk
Cyberpunk qui se maintient 3ème quand même. Pour un jeu qu'on critique beaucoup, il reste plébiscité sur la plateforme Steam. Et Rust, j'ai découvert, alors je sais pas si ça explique tout, mais j'ai découvert que des gens faisaient du RP, du roleplay sur Rust, et que ça marchait plutôt bien sur les plateformes de diffusion, donc peut-être une explication. J'avoue que j'y ai jamais joué, je connais pas trop, mais peut-être une explication en plus de peut-être une mise à jour qui ajoute du contenu. Mais en tout cas, il est arrivé comme ça. C'est un jeu qui existe déjà depuis quelques temps. Il est arrivé comme ça en top des ventes et il y reste. Donc félicitations. Autre changement, et le dernier d'ailleurs, c'est Heroes of the Three Kingdoms 8 qui rentre dans le top à la 4ème place et qui fait disparaître pour le coup Hades. Hades, jeu dans mon cœur, qui restera dans mon cœur. Mais je connais pas du tout, donc je ne commenterai pas. Et les autres ne changent pas, donc voilà. Voilà pour le top 10 de la semaine passée, la semaine dernière. On continue avec un truc un peu plus complexe, compliqué. Alors, on parle ici... Mais non. On parle ici de la fibre, enfin au moins de l'internet très haut débit. En général, c'est la fibre tout de même, même si le réseau mobile peut être du très haut débit maintenant. On nous dit ici que 570 millions d'euros supplémentaires ont été ajoutés au plan France très haut débit pour fibrer l'intégralité du territoire. Alors, fibrer l'intégralité du territoire, ça fait rêver tout gamer qui se respecte, forcément. Mais on sait que ça n'arrivera jamais. Faut quand même savoir que aujourd'hui encore, il y a des zones blanches, c'est-à-dire des zones sans réseau mobile, et des zones qui disposent de moins de 5 mégas d'internet. Moins de 5 mégas, aujourd'hui tu fais plus grand chose, malheureusement. Enfin, tu fais de la page internet classique, et encore ça va pas très vite. Mais regarder une vidéo en haute résolution, c'est mort. Regarder quelque chose en live, c'est mort, ou alors c'est bouillie de pixels. Quand ça fait pas chargement toutes les secondes. Donc voilà, ils investissent encore de l'argent pour étendre la fibre. Il faut savoir que en fait, tout le monde n'est pas logé du tout à la même enseigne pour la fibre. Clairement, là-dessus, on peut en être sûr. C'est un peu compliqué. Déjà, il y a le fait que vous soyez une grande ville ou pas. Forcément, plus vous êtes une grande ville, plus vous pouvez avoir accès à la fibre facilement, parce que plus vos budgets sont importants. Deuxièmement, il y a l'industrie. Si vous êtes un pôle industriel, vous allez avoir des facilitations pour l'installation de la fibre, et parce que les entreprises sont demandeuses, clairement. Pour une entreprise, ça peut changer beaucoup de choses d'avoir accès à de la fibre, notamment pour des entreprises axées technologie ou tout ce qui est en ligne. Et ensuite, il y a le dernier point qui est là maintenant. Maintenant, là, c'est un peu, c'est déjà fait. C'est en gros, jusqu'à maintenant, il y a pour faire simple, des autoroutes de l'internet, des câbles qui transportent à des très hauts débits entre par exemple l'Europe et les États-Unis, mais aussi au sein des territoires. Et forcément, plus vous êtes proche de ces câbles-là, plus un déploiement de la fibre est simple, parce que il y a quasiment pas d'infrastructure à créer, alors que si vous êtes au milieu d'un territoire très, très peu peuplé et assez loin de ces autoroutes de l'internet, il faudra créer une infrastructure pour arriver jusqu'à ce territoire. Et donc, on crée d'abord les infrastructures proches de ces autoroutes. Donc, ça va petit à petit.
Et malheureusement, c'est compliqué. Franchement, la fibre, ça reste encore un petit pourcentage de la population française, malheureusement. Et on nous parle aussi, et ça c'est intéressant, de la 4G, parce que oui, il y a des gens qui, sans parler des zones blanches, il y a des gens qui ne captent pas la 4G. Et du coup, bah pareil, un même problème. Tu, euh, tu passes à côté de nombreux services, de nombreuses fonctionnalités du réseau mobile. Euh, on nous bassine depuis quelques mois des histoires de la 5G. Est-ce ils vont l'approuver ou pas? Enfin, il y a des gens qui ont pas la 4G. Donc c'est cool la 5G de faire les tests et tout, mais ce serait bien. Enfin, en vrai, moi je pense, moi j'ai la chance d'avoir la fibre depuis pas si longtemps que ça, mais la 4G depuis très longtemps maintenant. En vrai, ça fait très longtemps que j'ai accès à la 4G. Et je me vois même pas, mais genre dans aucun monde, repasser à moins. Et même parfois, je trouve que la 4G, c'est pas rapide. Donc, donc en vrai, je me dis, les gens qui n'ont pas accès à la 4G, qui doivent écouter les informations, on leur parle de la 5G et machin, ils doivent être en mode, bon alors, à quand pour nous? Parce que là, on attend. Hein. C'est, moi, honnêtement, vraiment au niveau du réseau mobile, ça fait longtemps. J'ai la chance d'être proche d'une grande ville, ce qui permet d'avoir accès à ce genre de trucs plus facilement. Et du coup, la 4G, forcément, dans les grandes villes, ils sont très vite équipés parce que les réseaux 3G saturaient. Euh, et même, on arrive à faire saturer les réseaux 4G hein, lors de grands regroupements ou événements. Donc voilà, ça j'ai. La connexion très haut débit, bon, j'ai pas la fibre depuis longtemps, mais j'ai eu la chance d'avoir de la VDSL, c'est-à-dire 50 mégas de débit depuis quand même plutôt longtemps, ce qui est plutôt bien, hein. Franchement, quand à côté de l'ADSL, c'est vraiment bien. Du coup, j'ai quand même une bonne connexion depuis relativement longtemps et je me dis revenir à des technologies précédentes, genre c'est impensable, c'est juste impensable. Et j'ai beaucoup de peine pour les gens qui ne bénéficient pas de ces technologies, qui devraient être pour tout le monde en plus. Hein. C'est vraiment... y a pas une histoire d'élitisme de quoi que ce soit. Tout le monde devrait avoir accès à l'Internet très haut débit. Et en plus, de plus en plus de choses nous demandent d'avoir accès à au moins Internet, pas forcément à très haut débit, mais au moins Internet. Donc c'est important. C'est important et c'est bien de mettre de l'argent dedans. Après, on va pas se mentir, ça a beau être énorme, on parle quand même de 570 millions d'euros. On n'arrivera jamais à couvrir tout le territoire en fibre, ça c'est sûr. Déjà, on n'arrive pas à le faire en réseau mobile, ce qui est quand même moins compliqué. En fibre, laissez tomber. Hein. On n'y arrivera pas. C'est bien d'essayer, hein, mais on n'y arrivera pas. On continue avec de la petite polémique, enfin de la petite, non en fait de la grosse polémique. Cyberpunk, toujours au cœur des polémiques, on commence à connaître le nom de ce jeu vidéo, plus pour ses polémiques que pour le jeu en lui-même, malheureusement. Ici, deux points sont présentés. D'abord, une fuite de personnes qui travaillent dans le studio CD Projekt Red, qui est le studio qui réalise Cyberpunk, disant que le trailer présenté à l'E3 2018, donc on remonte dans le temps, l'E3 qui se déroule à Los Angeles, le trailer était du faux, ce n'était pas du tout le jeu, et d'ailleurs, on n'y retrouve aucune trace de ce trailer dans le jeu actuel. Donc voilà, déjà, hop, on s'est fait jambonner. Ça passe déjà très très mal. Et deuxième point, alors je vais pas tout vous lire, mais il y a eu un communiqué voilà, de cette personne qui travaille au sein de CD Projekt Red, qui a dit que en gros, quand le jeu a été annoncé Gold, c'est-à-dire terminé juste à peaufiner, quoi. Vraiment, le jeu est terminé dans son ensemble, plus de bugs majeurs, juste
peaufiner quelques trucs. En réalité, il n'était pas du tout fini, il y avait plein de bugs et des gros bugs, il manquait des dialogues, il manquait plein de choses, donc pas du tout, de communication totalement mensongère, et que en gros, du coup, ils ont profité du temps qui leur a été donné jusqu'à début décembre pour corriger un maximum de bugs, ce qui n'a pas été suffisant pour plein de plateformes et plein de configs et plein de joueurs. Mais voilà, en gros, plein de mensonges. C'est le seul truc qu'il faut retenir ici. Plein de mensonges de la part de CD Projekt Red sur Cyberpunk. Et je pense que ça va aller loin parce que plein de mensonges, plus faux trailer à l'E3. Franchement, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. À savoir que c'est une entreprise cotée en bourse et qu'à mon avis, les cours de la marque doivent être en descente, en chute libre, à mon avis. Mais là c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et c'est se moquer des gens, en fait. C'est se moquer des gens. Autant dire... En fait, au bout d'un moment, autant le reporter pour avoir une bonne expérience que de mentir aux gens et lâcher un jeu que semi-fini après avoir été repoussé de nombreuses fois. Toute leur communication à revoir sur ce coup-là, c'est juste désastreux. Vraiment désastreux. Je sais même pas comment comment ça a pu passer, mais voilà, les pires. On continue avec un truc plus sympa, du visuel. Voici le nouveau launcher Battle.net, le launcher des jeux Blizzard. Alors, je sais pas si vous l'utilisez. Moi, je ne l'utilise plus depuis plutôt longtemps. J'utilisais à l'époque où je jouais à Heroes of the Storm, le jeu MOBA de Blizzard. Je sais même pas s'il existe encore ce jeu d'ailleurs. Mais jeu que j'ai un peu poncé. Hein. Du coup, on y retrouve les jeux en haut sur un bandeau à la place de les avoir là sur la gauche. Mais j'avoue que moi j'ai pas utilisé ce launcher depuis quelques années, donc c'est tout ce que je peux en dire. Je peux pas vous dire si c'est mieux ou pas, mais c'est vrai que je crois qu'il avait pas bougé pendant beaucoup trop de temps. Au bout d'un moment, faut refaire les visuels et tout. En plus, Blizzard, c'est quand même un gros truc. Ils peuvent se le permettre. On parle pas d'un petit studio indépendant. Donc voilà. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Les visuels, il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont détester, d'autres qui vont en avoir rien à faire. Tant que ça lance leur jeu favori, on s'en moque. En vrai, c'est à peu près tout ce que je peux en dire. Mais c'est bien, un peu de changement pour débuter l'année. Ils ont raison. On part sur quelque chose d'un peu plus technique. On va essayer de pas perdre personne et d'être très clair. Et je devrais pouvoir l'être. En gros, cette news nous annonce que Asus et MSI, qui fabriquent des cartes mères, travaillent sur ce qu'ils appellent l'AGESA 1.2.0.0 pour les cartes mères en série 400 et 500. Donc c'est les cartes mères compatibles avec les processeurs AMD, donc les chipsets 400 et 500, pour les rendre compatibles avec les nouveaux processeurs AMD, les Ryzen 5000, parce que à l'heure actuelle ça ne l'est pas forcément. Ça l'est sur certains modèles, petit à petit, c'est vraiment... Ça se presse pas. Mais là, on nous dit, Asus, MSI, pour eux, ils sont vraiment en train de le faire. Ils nous donnent une échéance, et ça on aime, parce que sinon, on les connaît. Hein. Ça travaille. 6 mois après, ça travaille toujours, mais on l'a toujours pas. Hein. Donc là, on a une échéance. Voilà les échéances. Donc ça fait plaisir. À noter tout de même que ces processeurs sont sortis fin 2020 et
Bon, ils ont été très peu disponibles, certes, mais tout de même, pour l'instant, il fallait bien choisir sa carte mère si on voulait une carte mère compatible, ce qui était un peu galère pour les rares personnes qui arrivaient à mettre la main dessus. Donc là, ça va nous dire, voilà, on va tout avoir petit à petit, janvier, février, on va tout avoir et on n'aura plus de questions à se poser à partir du moment où on verra que ça commence par 400 ou 500, ça marchera avec les nouveaux processeurs AMD. Et ça, c'est ce qu'il faut pour les consommateurs, faut pas les embrouiller, faut des trucs simples. Dans le sens, c'était pas simple. On continue avec des couleurs. Et ça me fait plaisir. Ça, c'est vraiment, c'est cadeau, c'est pour moi. C'est de la RAM. Voilà. Voilà. En fait, c'est juste ça. C'est mettre de la couleur sur les barrettes de RAM. En plus de ça, ce sont des RAM avec du RGB, de la lumière synchronisable, adressable. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, machin. Mais les barrettes sont pas noires ni blanches. Elles sont orange ou jaune or. Et bah en vrai, c'est pas une mauvaise idée. Moi j'avoue que les barrettes de RAM, franchement, toutes noires ou blanches, au bout d'un moment, surtout à l'époque actuelle où tout le monde veut avoir une vitre dans son boîtier et mettre en valeur sa config, bon les RGB tout ça c'est bien, c'est vrai, mais les vraies couleurs c'est bien aussi. Et là on a des belles couleurs bien pétantes. Alors après on n'aime pas, mais en vrai moi la orange j'aime bien. J'aime bien la couleur. Après faut trouver les autres éléments en adéquation avec l'orange hein, forcément. Mais non j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne idée et ça manque. Alors que c'est tout bête hein. En vrai, c'est tout bête. C'est juste qu'ils ont mis une couche de peinture sur les radiateurs. Pas réinventer de technologie ici. Hein. Mais c'est sympa. Franchement, chez moi, ça marche. On continue avec du prix. C'est vrai qu'on a cette news aussi sur des prix, mais ça c'est quand même très intéressant. On a déjà les prix de la 11e génération de processeurs Intel, les Rocket Lake S. Donc on va détailler ça tout de suite, à savoir, du coup on a les i3 aussi, on a du i3 au i9. Savoir que la gamme de Intel, c'est assez simple. On a du coup i3, i5, i7 et i9. À chaque fois, c'est de plus en plus performant. Et ensuite, pas trop de modèles à chaque fois. Pas tant de modèles de i3 différents, pas tant de modèles de i5 différents. On a surtout des lettres. On a la lettre K et la lettre F. La lettre K qui dit que les coefficients sont débloqués, c'est-à-dire qu'on peut aller overclocker, augmenter les performances du processeur, et la lettre F qui indique qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée au processeur. Donc il faut forcément, s'il y a la lettre F, il vous faut forcément une carte graphique dédiée. Hop, petit listing des prix. On commence par le i5, entrée de gamme à du coup 205 €. Après, du coup, on a la version sans partie graphique intégrée qui est un peu moins chère. On va aller s'intéresser plutôt au modèle classique, c'est-à-dire le haut de gamme i5 qui est du coup à 294 €. Le prix du bas est le prix sans taxe, donc pas pour nous. Sauf si vous êtes un professionnel, dans ces cas-là, peut-être pour vous. Du coup, quasiment 300 € le 11600K. C'est pas beaucoup plus cher qu'actuellement, en vrai. Plutôt attractif en termes de prix. À voir la différence réelle entre celui-là et celui de la génération actuelle. Parce qu'on sait qu'en termes de cœur, ça ne change pas. Allons voir sur un i7. Pareil, on prend le
11700K, il existe le 11700F et le 11700KF si vous voulez, mais la référence est le 11700K qui est lui à 456 euros. Là c'est un peu plus cher quand même. Là c'est un peu plus cher. Et le i9 qui est à 605 euros. On n'est pas sur des prix super attractifs. On est quand même sur des prix plutôt élevés. Ça va être dur, hein, ça va être dur. Je pense que le Intel va vivre un moment délicat dans les mois à venir, au vu de ce qu'ils annoncent sur leur 11e génération et de ce que a sorti AMD, de ce que projette AMD pour le futur. À rappeler que cette génération devrait être compatible avec les cartes mères actuelles, mais sinon peu du mal à lui trouver vraiment de la hype, des trucs qui me font envie sur cette nouvelle génération qui va être au prix normal, pas de baisse, comme une nouvelle génération quoi, donc plutôt cher dans un premier temps comme toute nouvelle génération, et peut-être pas très équilibré face à ce que propose AMD actuellement. Franchement j'ai peur pour Intel en termes de processeurs de bureau. Je pense qu'il y a un monde où ça se passe mal, hein. Il y a vraiment un monde où ça se passe mal et où ça dégringole. Donc sachant que ça faisait quelques années où ils étaient devant et ils n'avaient pas trop à se battre, il va falloir réapprendre à se battre, hein. On continue avec de la RTX 3060, les cartes Nvidia annoncées un peu en douce pendant le CES, même si on savait, hein, en fait la conférence Nvidia on connaissait tout avant qu'elle soit là. Yes. Du coup ils l'ont un peu mis comme ça en disant voilà, on sort la 3060, hop, sans rien trop nous dire. Ici on nous présente les mini 3060. Regardez comment elles sont mignonnes. Est-ce que vous voudriez pas en mettre une dans votre poche? Et bah vous pouvez probablement. C'est vraiment tout petit. C'est fait pour les petits boîtiers, pas les tours classiques. Souvent c'est les modèles les moins chers. Ils sont aussi moins performants que leurs grandes sœurs avec plusieurs ventilateurs et en plus grosse dimension. Yo Kid Cash. Mais elles sont toutes mignonnes et pour le coup elles iront dans tous les boîtiers. Vraiment là-dessus, tous les boîtiers. Donc, et elles seront en général à des prix plus faibles. Souvent c'est les prix les plus accessibles. Parce que bah, elles sont aussi un peu moins performantes. Question de taille, hein, juste de taille. Et oui, ça marche en 480. J'ai regardé direct, hein, dès le lancement, il y avait toutes les définitions, pas compris. Truc qui arrive, parfois on n'a pas le droit à toutes les définitions. Mais là aujourd'hui, on a le droit, donc on remercie Twitch pour avoir le droit à toutes les définitions. Du coup, ces petites cartes, on n'a pas les prix. Juste on sait qu'elles existent, on s'en doutait. C'est pas nouveau. Mais on nous les présente, donc elles devraient arriver bientôt après avoir les disponibilités. On sait les cartes graphiques c'est compliqué, on en a parlé au début, il n'y en a pas, donc c'est compliqué. Mais bon, on continue avec cette 3060. Je vous l'avais dit quand on a décrypté la conférence Nvidia, pas de Founders Edition, pas de carte fabriquée par Nvidia, pas de carte de référence, directement des cartes custom. On nous annonce, accrochez-vous bien, des cartes disponibles à partir de 335 € en France. Ça veut dire 335 € avec les taxes. Ce qui est assez incroyable, sachant que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle a été annoncée à 319 $, par Nvidia.
Du coup, annonce en dollars, on connaît, pas de taxe en dollars. Enfin, quand on fait une annonce aux États-Unis, pas de taxe. Donc, incroyable. Après, attention. Et là, c'est là où il y a peut-être la petite douille. Il faut voir. Mais bon, moi, je commence à me méfier un peu partout. Hein. Je commence à avoir l'habitude. Peut-être la petite douille qui est qu'à 335, on a du coup les versions mini que je viens de vous présenter, qui n'ont pas non plus exactement les mêmes performances que les grandes versions, notamment en termes de fréquence. Donc faut voir. Restons calmes, attendons que les produits sortent et soient disponibles. Mais clairement, 335 €, c'est très attractif. Hein. C'est vraiment très attractif. Honnêtement, moi, ça me fait très envie. Hein. J'ai pas prévu de changer ma carte graphique tout de suite, parce que c'est pas la priorité. Mais ça me fait très envie à 335 €. Bon, sinon on verra. Hein, on verra, mais j'aurais bien aimé qu'ils nous présentent un ou deux modèles pour nous dire voilà, il y aura non, ce modèle-là à 335 pour voir si c'est un mini-modèle, un semi-modèle ou. On verra. Mais intéressant, vraiment à surveiller. 335 € pour du coup une RTX 3060 avec 12 Go de mémoire dédiée, qui vous promet de tout faire tourner, même les trucs les plus récents. À 335 €, c'est quand même très intéressant. Faut pas se mentir, c'est très intéressant. Mais on attendra de voir des produits dans les magasins ou sur les sites de vente en ligne plutôt pour juger, parce que on connaît hein, les cartes graphiques en ce moment. On peut faire des annonces. Des gens ont essayé. Est-ce qu'on a vu les produits? Pas trop. Est-ce qu'on les voit? Toujours pas trop. Ou alors à des prix bien au-delà des prix qui ont été annoncés à la sortie. Donc on reste calme. Ces cartes devraient sortir bientôt. On devrait les trouver bientôt. On va voir. Voir déjà s'il y en a. On va voir les prix dans les magasins. Et ensuite on pourra juger. Mais ça intéresse beaucoup. On continue vite fait dans les cartes graphiques, même si on n'est pas du tout dans le même monde. On parle ici de la GT 1010, une nouvelle carte graphique à 60 $. Je suis sûr qu'elle sera même moins chère assez vite quand il y aura du stock dans les autres gammes. En fait, elle est là pour remplacer la 710, qui commence vraiment à dater. Qui était basé sur l'architecture Kepler en 28 nanomètres. À noter qu'aujourd'hui on fait du 7 nanomètres. Vous voyez, un petit ordre de grandeur. C'est carrément pour de la bureautique. C'est carrément pas pour faire du gaming. On y retrouve 2 Go de mémoire GDDR5 dedans, 256 cœurs de calcul. Enfin, c'est vraiment très basique. On y retrouve un port HDMI et un port DVI, donc de quoi être compatible avec la plupart des trucs bureautiques, et des fréquences plutôt basses, machin. C'est clairement de la bureautique. C'est si vous avez, en vrai, c'est si vous avez un ordinateur avec un processeur qui n'a pas de partie graphique intégrée et que vous n'avez pas envie d'investir dans une carte graphique, c'est ça qu'on met. C'est annoncé à 60 $, mais ça va vite être à des prix très abordables une fois que la pénurie de stock dans les cartes graphiques sera du passé. On note dans cet article, et ça me fait un peu rire, que effectivement les iGPU, donc les parties graphiques intégrées à certains processeurs AMD ou Intel de dernière génération sont plus puissants que ça, effectivement. Mais là, on parle de configs qui sont à des prix très bas, là où on passe même pas le prix d'un processeur AMD ou Intel dernière génération. Donc, faut remettre dans le contexte et savoir pourquoi on l'utilise. Mais clairement, pour une config très access, ou pour les malheureux qui se retrouvent avec un PC ou met un processeur qui n'a pas de partie graphique intégrée, qui s'y attendait pas
et qui veulent pas du tout faire de jeux vidéo, ça fera le taf très sommaire pour avoir des sorties vidéo fonctionnelles, mais ne lui demandez pas de faire tourner Cyberpunk, oubliez l'idée, ce n'est pas... Il y a des risques. Il y a des risques. C'est bien de renouveler tout de même, parce que la 710, 28 nanomètres, tout ça... Faut penser à tout le monde. Faut penser à tout le monde, même la personne qui fait pas de gaming, mais qui a besoin de sorties vidéo, a le droit d'avoir son modèle récent, même si elle fait rêver personne. On finit avec des écrans. Premier écran plutôt très basique, à part qu'il est en 1440p. On rappelle, le 1440p, c'est la résolution intermédiaire entre le Full HD et la 4K. Le 4K. Bonsoir Toxic, bonsoir TheJa, j'espère que vous allez bien. Du coup, cet écran, il est très simple. Il ressemble à ça. Il est 27 pouces. Donc, 27 pouces, c'est un grand écran d'ordinateur fixe, en gros, pour faire simple. Il fait seulement 75 Hz, donc pas vraiment destiné au gaming, même si il a les 1 milliseconde de temps de réponse. Bon, ça reste très théorique, mais en vrai, il les a. Du coup, on disait 1440p, donc belle résolution. Et DAL IPS, donc belle tech, vous aurez une belle image. À quoi il sert il sert aux gens qui veulent faire du jeu solo et qui veulent kiffer, sans avoir un PC qui coûte 5000 €, parce que le 1440p c'est plus facile à faire tourner que de la 4K. Pas vraiment pour du jeu compétitif, parce que seulement 75 Hz ça permet pas d'avoir la fluidité requise pour du jeu compétitif, mais vraiment pour juste du jeu solo. Après, ça fait aussi un très bel écran de bureautique, parce que 27 pouces, belle résolution, tout ça. Seul petit point noir pour moi, le design est très classique, en vrai j'ai rien à dire dessus. C'est simple, sobre, efficace. Il n'y a rien de très qui fait très haut de gamme, mais ça le fait. Seul problème, 280 €, je le trouve un peu cher. À noter qu'il dispose de 2 enceintes de 2 watts. Voilà. Donc il a des enceintes intégrées, un peu à la manière d'un téléviseur, même si ça reste un moniteur. Et il a un hub USB. Alors ça c'est cool. Par contre, on n'a que l'USB 2.0. Peut-être un peu moins cool ça sur un truc actuel. Un peu bizarre de sortir avec que l'USB 2.0. Mais ok. Il arrive fin janvier. Juste 280 €, c'est un peu cher. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon, il est très simple, très sobre. Des caractéristiques assez classiques. Mais non, un poil cher, Franchement, 50 € plus bas et c'est une bonne affaire. Parce que les écrans 1440 coûtent encore un peu cher. On finit avec un truc très haut de gamme que vous ne pouvez pas vous payer. Déjà, je suis même pas sûr que ça soit déjà sorti, même si ça régale. On est sur les nouveaux écrans Samsung présentés durant le CES. Alors, c'est des téléviseurs. Déjà, on n'est pas sur du moniteur de PC. Donc on est sur des grandes dalles. On est sur la technologie. Alors, sur les téléviseurs, moi j'en ai marre. J'aime bien, je m'intéresse un peu à tout. Je vous présente jamais les téléviseurs ni les téléphones, parce qu'ils donnent tous des noms différents aux mêmes choses. Et c'est trop compliqué d'aller savoir tous leurs trucs avec des noms chelous, à quoi ça correspond. Donc eux, leur tech, ça s'appelle la QLED, la Neo QLED, pardon. La QLED c'était avant, maintenant c'est la Neo QLED. Donc en fait, qu'est-ce que la Neo QLED?
sans rentrer dans tous les détails parce que je les ai pas et que je veux pas dire trop de conneries. Mais en gros, ce n'est pas de l'OLED. L'OLED est une autre technologie, une technologie bien différente. La Neo QLED, c'est du LCD éclairé avec des LED toutes petites, donc encore plus de LED pour avoir un éclairage meilleur et du coup meilleur contraste, meilleur noir, tout ça, tout ça. Voilà, on est sur des grands écrans 4K 120 Hz, compatibles avec tout. Franchement, en vrai, c'est une régalade hein, en termes d'écran. On a même des modes gaming qui font descendre l'input, la latence à des temps très très bas. Hein. Je sais plus, je crois que je l'ai vu quelque part. 5,8 millisecondes de latence, ce qui est genre incroyable. Hein. Vraiment, c'est astronomique sur un téléviseur. Ça prend en charge tous les formats d'image, le 21 neuvième et le 32 neuvième. Alors par contre, me demandez pas comment il les prend en charge. À mon avis, il ajoute des bandes noires. Mais au moins, il le prend en charge. Ça, c'est un peu bizarre aussi de dire on prend en charge. Ouais, au final, t'ajoutes des bandes noires, quoi. Pas... Mais ok, si vous voulez. Je juge pas. Ça régale, on est sur du 50 ou 55 pouces, donc voilà, hein, ça fait 1m20 et des poussières. Des très grands écrans, on a toutes les technologies de l'image, l'HDR, machin. On a du FreeSync Premium Pro, donc pas de... On sait pas ce qui va se passer avec une carte graphique Nvidia par contre, à voir. Même si on sait que visiblement c'est plus axé pour aller avec les nouvelles consoles qui sont elles toutes équipées par du matériel AMD, donc très bien pour le matériel AMD. Donc des écrans qui font rêver, hein. Clairement c'est beau, ça fait plaisir, il y a toute la tech, on nous promet une image plus belle que jamais, même si l'OLED est au-dessus. Mais l'OLED est différent, parce que l'OLED n'a pas besoin de rétroéclairage, en fait. Ça, la magie de l'OLED, c'est que sur du LCD classique, c'est-à-dire quasiment tous vos écrans, vous avez un écran et une surface avec plein de lumière derrière pour éclairer votre écran. Sur l'OLED, c'est une seule et même couche qui fait l'écran et la lumière. Mais bon, l'OLED, c'est une autre histoire, hein. Que ce soit en termes de prix, c'est très très cher. En termes de production, c'est très compliqué et c'est très limité. Mais ça reste le must, qui n'est pas du tout accessible malheureusement. Ça régale. Hein. Par contre, à mon avis, ça va être des téléviseurs entre 2000 et 5000 euros, quoi. Donc, dans un premier temps, ça va pas du tout vous faire envie. Mais au moins ça existe. Et puis le CES est aussi fait pour rêver. Ça a été annoncé au CES, Samsung. En vrai, moi ils m'ont déçu. Leur conférence c'était juste présenter leur nouveau téléphone, les S21 Plus et Ultra machin. Où en vrai ils ont rien révolutionné du tout. Franchement, pareil, hein, les téléphones, moi je commence à être triste. Il n'y a plus d'invention, il n'y a plus de révolution. On fait quoi maintenant? On ajoute un appareil, un capteur photo en plus pour dire voilà, on a fait un nouveau modèle. Super. Moi, je m'en sers pas principalement pour faire des photos de mon téléphone. Non, autre petite news aussi. J'ai rien pour l'illustrer, je vais vous en parler vite fait. J'ai vu passer ça. Je sais pas trop encore, mais j'ai vu passer ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je crois que je vous en ai pas parlé. Vous m'arrêterez si je vous en ai déjà parlé. Ion Airlock. C'est le 3 nanomètres comme finesse de gravure. Alors j'ai vu passer comme quoi TSMC, qui est un gros fondeur, un des plus gros fondeurs du monde, donc qui fait des puces, qui fait actuellement des puces jusqu'à 5 nanomètres de finesse de gravure, notamment pour Apple. C'est en train de dire que il commence à être au point pour du 3 nanomètres et que
ils sont plutôt chauds pour essayer des trucs avec des marques, pour produire, pourquoi pas, des nouvelles puces en 3 nanomètres. Quel est l'intérêt de toujours avoir une finesse de gravure plus petite? Le principal intérêt, c'est de pouvoir mettre soit plus de trucs sur la même surface, donc avoir quelque chose de plus puissant qui fait la même taille. Et deuxième point qui peut être intéressant, moins sur les ordinateurs de bureau, mais plus dans le mobile, c'est de faire des choses juste plus petits en fait, qui sont assez puissants, plus petits, peut gagner du coup en besoin de refroidissement, en épaisseur, en plein de trucs, moins de chaleur à dissiper aussi. Oui, oui et non, ça dépend. Ça peut être compliqué si on se maintient avec les mêmes exigences, le même nombre de cœurs, les mêmes performances. Normalement oui, même si on a vu que parfois quand on commence à être trop petit, on commence à avoir des effets un peu chelous qu'on n'arrive pas toujours trop à expliquer et tout, mais eux c'est des experts. Moi je n'y connais rien là-dessus, je n'ai pas du tout leur savoir, mais on sait que quand on arrive à des domaines trop petits, il y a toujours des phénomènes qui n'existent pas dans des domaines plus grands. Mais ça promet de pouvoir faire des trucs en fait. En fait, c'est la possibilité. C'est à partir du moment où on se dit comment ça va être possible, on commence à penser à des trucs, on commence à concevoir des trucs, on voit aussi les problèmes, on corrige les problèmes. C'est comme quand on sort une nouvelle génération de processeurs ou de cartes graphiques qui se basent sur une nouvelle architecture qu'on vient juste d'élaborer. Et ben on sait que la première itération est rarement la meilleure. Parce qu'il y a encore plein de trucs à peaufiner, il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus qui se produisent. Et souvent la deuxième ou troisième itération est aboutie. Et là on a la technologie finie, totalement fonctionnelle et totalement optimisée. Pour les finesses de gravure c'est pareil, hein, les premières itérations sont souvent pas terribles, avec plein de problèmes, plein de trucs où on ne s'attendait pas. Mais ça fait plaisir, moi ça me régale de lire ça. Je suis comme un enfant quand je lis ça et que je me dis ça promet, surtout que là les puces en 5 nanomètres de Apple vendent du rêve en termes de performance, de consommation, tout ce que vous voulez. Franchement elles vendent du rêve, que ça soit des puces mobiles, enfin c'est que des puces mobiles pour l'instant, mais les puces pour téléphone ou pour PC portable. Donc il y a un truc et voilà, je voulais vous en parler. Malheureusement, j'ai rien pour l'illustrer, même si ça aurait pas été une super illustration. Parce que bon, difficile d'illustrer, mais voilà, ça, il y a de la recherche, et ça, on le sait, mais c'est bien de nous en parler de temps en temps, de trucs un peu plus, même si c'est un peu plus lointain, et bah, on travaille dessus. Et ça régale. Et je vais pouvoir conclure mon actu hardware du jour là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire des retours. Et voilà, merci d'avoir été là.